C'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Et pour la représenter aujourd'hui, qui mieux que Denis Caro, le patron des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Éric Ciotti, on va commencer par parler de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête. Et aujourd'hui, vous auditionnez le professeur Didier Raoult, un grand personnage de cette crise sanitaire. Didier Raoult qui a dit hier dans les colonnes de La Provence qu'on aurait pu faire deux fois moins de morts en France dans cette crise du coronavirus car on n'a pas assez soigné. Est-ce qu'on s'est trompé de stratégie sanitaire ? Ça sera l'objet de cette commission d'enquête. La réponse à cette question fera partie des conclusions que la commission d'enquête et le rapporteur que je suis seront amenés à émettre dans quelques mois. Ce sont ces questions que nous posons. Quelle a été la pertinence de la stratégie sanitaire ? Quels ont été les moyens? Ont-ils été suffisants pour y faire face? On a déjà bien avancé. D'abord, je veux dire que cette commission travaille bien. Et ça, c'est déjà un point positif. Il y avait des inquiétudes au début entre la présidente Brigitte Bourguignon et les membres de la commission. On a conduit la semaine dernière, notamment, un travail de très grande qualité qui nous a permis déjà de beaucoup avancer. On a avancé sur la question des masques, où on a pu mesurer que nous avions à peine un peu plus de 100 millions de masques au début de la crise, que les commandes essentielles n'ont été passées qu'au mois de mars. Donc il y a eu ce délai très long, ce manque d'anticipation et surtout que nous avions, que les autorités sanitaires, que la ministre de la Santé, que le directeur général de la Santé avaient en leurs mains des notes de scientifiques qui disaient il faut 1 milliard de masques. Qu'ils avaient également une note disant que la plupart des masques étaient périmés. Or, quasiment aucune commande depuis dans la période où il y a eu ces notes, c'est-à-dire septembre 2018, jusqu'à la crise, n'ont été faites. Donc on a avancé, je prends ce sujet concret. Aujourd'hui, on aura une figure de cette crise, le professeur Didier Raoult, qui a été au cœur de controverses. D'ailleurs, on posera la question sur l'utilité de ces controverses dans une période de crise. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une unité de la communauté scientifique? Pourquoi il y a eu ces blocages? Je lui poserai personnellement la question parce que il y a le débat sur l'hydroxychloroquine, bien sûr, qui a animé les commentaires et les tensions, mais il y a aussi, et surtout, je dirais peut-être, la stratégie de test du professeur Raoult, qui là est incontestablement une très grande réussite. Pourquoi lui a réussi et pourquoi en France, on a ce constat dressé par le président du Conseil scientifique, au début de la crise, à peine 3000 tests par jour en France, 50 000 en Allemagne. Et toutes nos auditions nous disent qu'on a manqué de ces éléments et qui nous ont conduit à un confinement sans doute plus drastique. Éric Ciotti, justement, sur les tests, le professeur Raoult dit qu'il fallait vraiment tester tout le monde, même les patients sans symptômes, des patients sans symptômes qui avaient des lésions graves aux poumons. Mais la stratégie du Conseil scientifique, ce n'était que de tester les patients avec symptômes. Il y a vraiment une erreur là sur ce point. Ce n'était pas la stratégie du Conseil scientifique, c'était la stratégie du ministre de la Santé, parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire ces tests et parce qu'il y a eu des blocages administratifs, bureaucratiques qui ont empêché, par exemple, que les laboratoires vétérinaires, on en a un dans le département des Alpes-Maritimes, puissent être associés à la crise, que les laboratoires privés, ça a mis un temps fou pour que les laboratoires privés soient mis dans la boucle. À Nice, dans ma ville, les tests étaient faits à Marseille pendant presque 3 semaines. On n'avait pas pu mettre en place les tests, donc il y a eu ces retards. Et puis il a manqué à peu près tout, de réactifs, d'écouvillons pour faire les prélèvements. Donc il faut qu'on sache pourquoi il y a eu quelque part ce déficit de moyens. Mais ce qui est clair, c'est que l'Institut universitaire, hospitalo-universitaire, l'IHU du professeur Raoult, a eu une extraordinaire réussite sur les tests. Et donc, dans cette fameuse controverse sur la chloroquine avec le professeur Raoult, beaucoup de personnalités à droite ont soutenu l'utilisation de la chloroquine. Est-ce que le professeur Raoult n'est pas devenu un idole politique de la droite ?
Je crois que la question ne se pose pas en ces termes, c'est une question scientifique. Moi, j'ai été un peu surpris. Est-ce que les responsables politiques devaient s'engager sur ce point? J'ai été surpris par la violence des réactions de part et d'autre. C'est un débat qui doit être scientifique, serein. Nous lui poserons cette question. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Il faut, dans une période de crise, il y a une mobilisation générale et tout le monde doit... voilà, le professeur Raoult y a participé. Les attaques, la violence aussi des attaques contre lui, quelque part, m'a choqué. Alors, parlons du risque de deuxième vague. L'Allemagne reconfine l'ouest du pays, ça concerne 500 000 personnes. Et justement, ce risque de deuxième vague, il ressort dans les premières auditions de votre commission d'enquête? Oui, le conseil scientifique, le professeur Delfrécy, les épidémiologistes que nous avons entendus, pour beaucoup... avec des réserves, mais évoquent la probabilité d'un rebond ou d'une deuxième vague. Certains disent... c'est pas la deuxième vague, mais ce seront des clusters. Hier, l'ancien directeur général de la santé, William Dab, nous a dit ça. Donc, il faut être prêt. Et c'est l'objectif de cette commission d'enquête. C'est pas de faire un procès politique, c'est pas de faire un procès judiciaire. Il y a des instances pour ça. Les Français jugeront comment le gouvernement a géré cette crise. J'ai mon avis, vous le connaissez. S'il y a des responsabilités pénales, notamment dans la prise en compte de nos aînés dans les EHPAD, parce que c'est un sujet majeur que l'on va aborder, 10 000 morts dans les EHPAD, est-ce qu'ils ont été pris en charge suffisamment dans les hôpitaux? Est-ce qu'ils ont été soignés? Mais nous, ce que nous voulons, c'est dire si demain, par malheur, ça se reproduit, est-ce que nous serons prêts? Nous n'avons pas été prêts en janvier, nous n'avons pas été prêts en février, nous n'avons pas été prêts en mars. Il faut qu'on soit prêts en septembre ou en octobre. Voilà. Éric Ciotti, est-ce qu'on va trop vite dans le déconfinement? On a vu par exemple des images de foule dimanche lors de la fête de la musique. Quand on voit effectivement la situation en Allemagne avec ces 600 000 personnes qui vont être reconfinées, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question? Bien sûr, cette question se pose, mais avant ces images de la fête de la musique, je peux comprendre qu'il y ait l'envie des Français qui ont été confinés d'avoir aussi des moments de détente, mais il y a eu ces images, rappelez-vous, ces manifestations, 25 000 personnes à Paris devant le tribunal judiciaire pour une manifestation interdite. Quand on tolère ça, après, il n'y a plus de limite. On ne peut pas, soit on a une rigueur pour tout le monde qui s'impose, mais on ne peut pas dire, les manifestations, c'est pas grave, tout le monde est confiné, tout le monde est serré, et puis après, le reste, on ne peut pas être à plus de 10. Quand on a donné cet exemple, quand le gouvernement a baissé la garde, a dit, on laisse faire la manifestation, ce qui était une folie sanitaire en pleine période de risque, elle était interdite, mais on l'a tolérée. À partir de là, les vannes sont ouvertes. Bien sûr que c'est dangereux, bien sûr que c'est risqué et bien sûr que c'est irresponsable. Éric Ciotti, on va évoquer une page judiciaire et notamment les liens entre la justice et la politique avec deux affaires. D'abord, l'affaire Alexis Kohler et un rebondissement dans cette affaire. Alors, j'explique le contexte. Le secrétaire général de l'Élysée faisait l'objet d'une enquête du parquet national financier pour avoir dissimulé ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC. Cette enquête a été classée sans suite, mais hier, Mediapart a révélé une note écrite par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dédouane Alexis Kohler sur ses liens avec MSC. Et après cette note personnelle, elle a été transmise au parquet national financier qui a donc ensuite classé l'enquête sans suite. Est-ce que c'est une intervention du président de la République dans une affaire judiciaire? Bien sûr, c'est une intervention et la question se pose avec bien sûr cette intervention de la suite judiciaire qui a été réservée, parce qu'on a l'impression que les deux aspects sont liés, l'intervention du président de la République et puis le classement dans une période un peu particulière au parquet national financier. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a comme question? Il y a la question de l'indépendance de la justice, et notamment de l'indépendance du parquet national financier. Pourquoi ce parquet national financier a été créé? Personnellement, je considère qu'il n'y avait aucune justification à créer ce parquet national financier. On a une justice qui est organisée, il y avait le parquet de Paris. Ce parquet national financier pèse sur lui le soupçon d'une juridiction politique voulue par François Hollande pour régler ses comptes avec ses adversaires. Et depuis qu'il y a l'existence de ce parquet national financier, on a quand même le sentiment que systématiquement les opposants du pouvoir sont les cibles, et on l'a vu de façon
totalement scandaleuse avec François Fillon, et que de l'autre côté, ceux qui sont proches du pouvoir bénéficient d'une beaucoup plus grande indulgence et d'une plus grande clémence. Donc c'est ça qui pose un problème démocratique majeur. Mais cette affaire Fillon et les révélations qu'a fait Madame Oulette, l'ancienne procureure nationale financière à l'époque, sont stupéfiantes, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière, il y a le cours de la France qui a été modifié. Parce que si François Fillon n'avait pas été mis en examen avec la rapidité, avec la célérité, sans aucune forme de débat contradictoire, avec une enquête préliminaire totalement à charge, avec la désignation d'un magistrat qui, en un week-end, alors qu'il est nommé le vendredi soir et qu'il ne devrait pas être nommé, parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ne peuvent pas pourtant être soupçonnés de grande amitié ni filloniste ni sarkozyste, on le sait, qui disent c'est la juge Simon qui devait être désignée, mais on fait en sorte de façon procédurale avec un petit subterfuge que ça soit le juge Tournaire. Et le juge Tournaire, il ne cherche pas à comprendre. En 48 heures, sans regarder le dossier, par miracle, il décide la mise en examen de François Fillon. On savait que François Fillon avait dit « si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat ». Donc les conséquences politiques, elles sont gigantesques. Elles sont énormes. Est-ce qu'il faut refaire les débats de ce procès? Bien sûr, mais François Fillon le demande, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner de la sérénité. Il faut arrêter, il faut sortir la politique de la justice. C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il en va de la vitalité de notre démocratie. Mais si c'était passé ça en Hongrie ou en Russie, mais qu'aurait-on dit ? Mais nous sommes dans une démocratie, c'est notre démocratie qui est fragilisée. C'est un scandale d'État, il faut aller au bout de cette affaire, parce qu'il y a eu des conséquences terribles pour le pays. Alors justement, comment interprétez-vous la décision d'Emmanuel Macron de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans cette affaire? C'est une bonne chose. Je l'ai demandé, donc je ne vais pas dire le contraire. Je lui ai écrit dès qu'on a eu ces éléments la semaine dernière. Il n'a pas tardé à le faire. J'ai immédiatement écrit à Emmanuel Macron. Il ne m'a pas répondu à mon courrier, mais j'ai vu que j'ai la prétention de dire c'est uniquement pour ça. Mais j'ai fait également une autre chose. J'ai écrit à Mme Belloubet pour lui demander de saisir le parquet pour qu'il y ait une enquête judiciaire. Il faut qu'il y ait une enquête judiciaire aujourd'hui. Ce qu'a dit sous serment Mme Oulette relève de faits extrêmement graves qui peuvent relever de la forfaiture. Donc il faut qu'il y ait une enquête judiciaire. Naturellement, l'inspection des services judiciaires, mais moi je crois qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait un juge d'instruction qui, de façon indépendante, instruise et regarde ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi il y a eu des pressions ? Pourquoi il y a eu la désignation d'un juge qui n'aurait pas dû être désigné? Pourquoi il y a eu cette mise en examen sans caractère contradictoire? Parce qu'il en va de la confiance de nos concitoyens, d'abord dans l'institution judiciaire, mais au-delà dans notre fonctionnement démocratique. Parce que si on peut éliminer le principal opposant du pouvoir à un mois de la présidentielle, où va-t-on ? Où va-t-on? Ça ne s'était jamais vu. Vous savez, il y avait toujours eu dans la Ve République cette idée qu'à quelques semaines d'une élection, quelle qu'elle soit, il y a une trêve judiciaire. Parce qu'il ne faut pas que la justice soit instrumentalisée. Et là, manifestement, on s'en est servi. Et que la justice modifie le cours du processus électoral et démocratique. Alors, Éric Ciotti, on va évoquer les violences policières. Mais avant cela, une question rapide sur la lutte antiraciste et la statue de Colbert à l'Assemblée nationale qui hier a été taguée avec l'inscription « Négrophobie d'État ». Vous avez été choqué par ce tag? Oui, j'ai été choqué qu'on dégrade un bâtiment public. Hier, il y a eu 2 dégradations. Il y a eu l'Assemblée nationale, mais il y a eu aussi le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Avec le militant d'Extinction Rébellion qui s'est enchaîné. Voilà, et puis avec des jets de sang sur les murs du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est totalement ahurissant en matière de maintien de l'ordre que M. Castaner ne soit même pas capable, on savait qu'il n'était pas capable de protéger les Français, mais qu'il n'est même pas capable de protéger son ministère à 50 mètres de l'entrée du palais de l'Élysée. Ça démontre combien nos outils de protection se sont
extraordinairement affaibli. Mais arrêtons avec ces débats. On juge avec des valeurs qui d'ailleurs viennent d'autres pays, des États-Unis, et nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Les États-Unis, on peut comprendre l'extrême émotion, la sensibilité. C'est un pays qui a été ségrégationniste, qui a été esclavagiste. La France, c'est le pays des Lumières qui s'est extrait très vite de tout ça. Donc on juge avec les valeurs des États-Unis au XXIe siècle de ce qui s'est passé il y a 500 ans, donc c'est pas, ou un peu plus tôt, mais c'est pas crédible. On va juger les hommes des cavernes avec nos valeurs aujourd'hui. Non, arrêtons de réécrire. Voilà, l'histoire c'est un bloc. L'histoire, elle a ses zones d'ombre, de lumière. Il y a des figures. Elles ont fait la France. Elles ont fait évoluer, progresser dans un esprit de démocratie. Arrêtons cette culpabilisation permanente qui est vraiment ridicule. Alors, au-delà du débat sur le racisme, on va parler des violences policières avec des policiers qui ont été condamnés, ou en tout cas mis en examen par la justice pour leur violence face aux Gilets jaunes. Un policier condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir matraqué une retraitée Gilet jaune. Et puis 4 policiers ayant frappé des Gilets jaunes dans un restaurant en décembre 2018 ont été mis en examen. Cela montre quand même qu'il y a beaucoup de violences policières dans notre société aujourd'hui. Il peut y avoir, et vous évoquez des faits qui ont posé problème, difficultés, et ils sont contrôlés. Et ils sont sanctionnés. Vous savez, l'année dernière, l'Inspection générale des services a conduit 1400 enquêtes. Et il y a eu presque 300 sanctions administratives et il y a eu 32 révocations. Quelle profession peut dire qu'il y a le même autocontrôle? Voilà, les policiers n'ont pas droit à l'erreur. Il y a des professions qui peuvent faire des erreurs. On parlait des magistrats tout à l'heure, quelquefois sans aucune sanction, sans aucun contrôle. Il y a un contrôle total sur la police. Alors après, il y a des faits et ces enquêtes se déroulent et s'il y a des fautes, elles seront sanctionnées et c'est normal. Mais vous parlez de violence policière. Je récuse ce chiffre. Il y a des faits qui relèvent d'enquête ou de condamnation. C'est une chose. Après, on ne peut pas dire que de façon systémique, comme cela a été fait et quelque peu accrédité par le ministre de l'Intérieur qui a lâché ces hommes, il y a une violence policière. La police, je rappellerai, d'abord subit des violences au quotidien. Parce que si elle fait usage de la force, dans certains cas, pour procéder notamment à des interpellations, c'est parce qu'elle-même subit des violences. Vous savez, l'année dernière, c'est le rapport de l'IGPN, et il y a eu, je crois, 110 faits où, lors d'interpellations, des personnes ont été blessées par les policiers ou les gendarmes. Enfin, en tout cas, ont été blessées par an. Et il y a chaque jour, il y a 30 policiers et gendarmes blessés en mission et en service, et il y a 107 agressions, ce sont les chiffres de 2018, 107 agressions en moyenne par jour contre un policier et un gendarme. Donc il y a, le problème c'est la montée de la violence dans notre société. Et pour faire face à cette violence, ce sont les policiers qui sont le seul rempart, le dernier rempart, pour qu'on puisse toujours continuer à vivre ensemble. Parce qu'autrement c'est quoi? C'est la loi des Tchétchènes, c'est la loi d'autres communautés religieuses, c'est la loi de la violence, du plus fort, de ceux qui... vous savez, on a vu ces images dans le McDo, là, je crois, où les policiers ont été mis en examen. Mais resituons ce contexte, c'était le 1er décembre. Les policiers ont défendu la République. L'Arc de Triomphe, ce jour-là, a été pillé. C'était d'une violence totale. Des gens appelaient à aller à l'Élysée. La réalité, elle est là. Ils ont défendu la République, ils ont défendu nos institutions. Après, on peut comprendre que harceler pendant 11 heures la compagnie de CRS qui a été mise en cause, enfin les hommes de cette compagnie, ils avaient travaillé 11 heures pour sauver la République. Et voilà, bon, il y a des images que j'ai vues qui peuvent être choquantes, en effet. Mais remettons tout ça dans le contexte. Ne prenons pas une image déconnectée totalement de la réalité globale. On va enchaîner avec une question sur le terrorisme. Denis Caro. 10 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France cette semaine au nom de l'accueil humanitaire. Est-ce que la France pouvait faire autrement et doit faire autrement ? Je soutiens le rapatriement de ces enfants, bien sûr. Il y a cette question humanitaire.
Ces enfants, ils sont pour rien dans la dérive, dans le délire de leurs parents. Voilà, ce sont des... Quelquefois, ils sont nés sur les théâtres de guerre terroristes. Donc oui, on a ce devoir de protection des enfants. Après, il faut être naturellement vigilant dans la façon dont ils vont se reconstruire en France. Mais bien entendu, moi, je soutiens, comme je suis, tout autant que je suis viscéralement opposé, au retour de leurs parents ou de ceux qui sont allés combattre sur les zones de guerre et qui, eux, ont fait un acte de rupture totale, définitif. C'est un aller qui ne peut être s'accompagner d'un retour, en déniant toutes nos valeurs, tout ce que nous croyons, en allant vers cette abomination islamiste. Éric Ciotti, toujours sur le terrorisme, le port du bracelet électronique pendant 10 ans pour des terroristes ayant déjà purgé leur peine. Ça a été voté lors d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale portée par des députés La République En Marche. C'est une bonne mesure ? Je l'ai soutenu. D'ailleurs, sur ce bracelet électronique, c'est sans doute... C'est pas un peu une double peine, c'est pas antidémocratique? Non, c'est pas une double peine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai soutenu cette mesure qui avait été retirée par la majorité En Marche, en tout cas par la présidente de la commission des lois. Et c'est parce que justement on a fait pression que ce bracelet est revenu, avec quelques députés En Marche, comme Jean-Michel Fauvergue, qui se sont un peu rebellés parce que ils n'ont pas accepté qu'on enlève cette mesure. Je souligne d'ailleurs que la garde des Sceaux était hostile au bracelet électronique. Donc c'est parce qu'il y a eu des députés de bon sens, et j'ai porté cette voix lundi soir dans l'hémicycle jusqu'à 1h du matin, qu'on est arrivé à ce résultat. Et du coup, j'ai voté ce texte. Mais de quoi s'agit-il? On a aujourd'hui 500 terroristes islamistes condamnés, et à peu près 1 millier de radicalisés, la garde des Sceaux a dit moins, mais les syndicats d'agents pénitentiaires disent presque 2000, qui vont sortir de prison dans les mois à venir. 150 dans les 2 prochaines années. Ils sont extrêmement dangereux. On nous l'a dit, le procureur national antiterroriste a dit sa terreur, c'est ses mots, sa peur devant cette situation. Et il nous a dit que quasiment tous n'étaient pas récupérables. Donc, ils présentent un danger majeur quand ils vont sortir. Ils ont purgé une peine. Là, il s'agit de protéger la société contre des bombes humaines. Et il faut qu'ils soient sous contrôle. Et moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, qu'ils soient placés définitivement en rétention de sûreté. Le gouvernement n'a pas suivi. Mais placés en rétention après leur peine. Bien sûr, parce qu'ils représentent un danger. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, validé par le Conseil constitutionnel, pour les criminels sexuels, pour les pédophiles. Le danger, il est d'une même nature. Parce que pendant combien de temps cette rétention de sûreté? Tant qu'ils sont dangereux. Très bien. Tant qu'ils sont dangereux. Parce que ce qui compte, c'est la protection de la société, d'abord, et pour moi, c'est ce qui prime. Éric Ciotti, on va finir par la campagne municipale avec une question de Denis Caro. Alors, pour les municipales, on a vu que La République En Marche était dans une situation très compliquée. C'est une élection difficile pour le parti présidentiel, qui du coup a noué des alliances avec les Républicains. Ces alliances, est-ce qu'elles ne risquent pas de continuer à brouiller l'image du parti de droite? D'abord, quelques chiffres. Il y a 272 villes de plus de 30 000 habitants dans notre pays. Les Républicains ont investi de 220 candidats. Il y a au second tour 6 rapprochements locaux. Voilà, donc la réalité des chiffres, on ne peut pas dire... Et dans des villes qui ne sont pas moindres. Et nous avons toujours, avec Christian Jacob, veillé à ce qu'il y ait une étanchéité forte. Voilà, après, il y a des sujets locaux, et que, voilà, notamment pour faire obstacle à l'extrême gauche, qui peut prendre certaines villes où les amis de M. Mélenchon, au PS et aux écologistes. Les amis de M. Mélenchon sont en mesure demain d'installer leur idéologie dangereuse. Donc, moi, vous me connaissez, j'ai toujours été viscéralement hostile à toute forme d'alliance. Je suis pour la clarté, voilà. Et c'est cette ligne qu'avec Christian Jacob, nous défendrons, et que nous allons bien sûr défendre pour les élections nationales. Mais voilà, au premier tour, ça a été un très beau succès pour les Républicains. 56% des villes de plus de 9000 habitants ont été gagnées par les Républicains ou leurs alliés que nous avons soutenus. Le résultat, il est là. C'est une bérésina totale pour En Marche,
qui n'existe plus, qui est en mesure de gagner aucune grande ville aujourd'hui dans notre pays et qui, quelque part, a voulu se rallier à des maires qui avaient réussi. Je pense le maire de Bordeaux, je pense le maire de Toulouse, dont acte, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rapprochement structurel. Merci beaucoup Éric Merci. Ciotti, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Denis Caro. Demain, l'invité politique de Bonjour chez vous sera Pierre Persson, le député La République En Marche de Paris.